Et concernant cette affaire du Fonds mondial, il faut dire des choses encore plus simples pour que les Camerounais comprennent. Ça veut dire qu'on a donné de l'argent pour aller acheter les congélateurs neufs. 249 congélateurs neufs. Au lieu d'aller acheter en boutique, ils sont allés à la casse, aller chercher des congélateurs qui ne marchent pas. Parce qu'ils pouvaient même chercher des congélateurs qui marchent à la casse. Ils sont allés chercher des congélateurs qui ne marchent pas. Sur 33 congélateurs qui ont été soumis à la vérification, 32 ne fonctionnaient pas, donc ça ne démarre même pas. Vous pouvez donc imaginer le niveau de malhonnêteté des camarades de M. Benoît, le niveau de méchanceté même. Ils pouvaient bien aller à la casse et chercher des congélateurs qui fonctionnent, qui peuvent même démarrer. Mais ils font des efforts pour aller prendre des caisses qu'ils vont juste stationner quelque part, de sorte que le jour qu'il y a contrôle, on filme juste les caisses. Mais eux-mêmes, ils sont conscients que ces caisses ne fonctionnent pas. Donc, ils sont allés, ils ne sont même pas allés à la brocante. Parce qu'à la brocante, ça marche. Ils sont allés à la casse. Ça veut dire que des congélateurs qu'on doit normalement utiliser comme la ferraille, comme les ferrailleurs font actuellement, ça veut dire les détruits, ils sont allés acheter. Vous voyez donc que ce sont des gens qui sont animés par un esprit satanique. L'ensemble de ça là, je suis en total désaccord avec ça. Moi, je ne veux pas savoir si vous allez faire les examens. Je ne veux pas savoir ça. Mais l'aspect extérieur de votre hôpital ne me plaît pas du tout. C'est tout. Ce n'est pas convaincant l'aspect extérieur de votre hôpital. Je ne veux pas savoir ce que vous allez faire à l'intérieur. Vous allez même détruire le bâtiment, je ne sais pas. Mais ça, là, je suis en total d'accord avec vous. Ça, je vous le dis clairement. C'est pas possible. C'est l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes instructions. Je vous remercie. Première chose, nos plateaux techniques. Oui, nous avons des plateaux techniques qui sont à la pointe de la technologie, mais nous parlons ici des hôpitaux de référence. Dans aucun pays, vous ne trouverez la pyramide sanitaire au même niveau. Nous sommes ici au niveau des hôpitaux de référence, et si vous allez dans toutes les régions, vous trouverez effectivement un plateau technique de pointe dans nos hôpitaux de référence, et non les CSI, parce que c'est là où nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Deuxième chose, aucun système de santé au monde, d'ailleurs, ne peut se suffire à lui tout seul. Vous allez donc voir la France qui va évacuer vers les États-Unis, vers l'Inde, les États-Unis qui va évacuer vers l'Inde également, vers la France, et donc les systèmes se complètent toujours. Troisième chose, le principe des évacuations sanitaires est que au-delà des 10 millions, il y a un ordre de recette qui est fait au patient parce que le patient doit supporter. Et donc, on a toujours l'impression que ça nous coûte tellement cher, mais en réalité, les chiffres ne sont pas ce que vous avez. Quatrième chose, les statistiques. Nous sommes à partir de 70% des évacuations sur l'ensemble des dossiers que nous avons, 70% des évacuations vers l'extérieur en 2018 à 42% en 2023. 53% à l'intérieur en 2018 et nous sommes aujourd'hui à 80% à l'intérieur en 2023. Avec le même budget entre 2018 et 2019, nous avons pris en charge 522 personnes. Entre 2022 et 2023, nous avons pris en charge avec le même budget 819 personnes. En 2023, 544 dossiers reçus, 81 seulement ont reçu l'agrément, enfin l'accord pour l'extérieur, donc 14,8%. 281 ont été réorientés à l'intérieur du territoire. Oda Malachi, bonjour.
Oui, bonjour. Votre actualité, c'est la sortie de cet ouvrage, les 200 plus belles citations de Paul Biya, signé Dr Manaouda Malachi, paru il y a quelques jours. Alors, dans l'avant-propos de votre livre, pour justifier un peu le pourquoi de cet ouvrage sur les 200 plus belles citations de Paul Biya, vous écrivez, et je vous cite, « Une telle maîtrise de la prise de parole publique traduit une assurance permanente, elle-même portée par un inépuisable champ lexical qui a offert aux observateurs et aux Camerounais des saillies devenues célèbres, autant que des pensées dignes de l'excellent élève de philosophie et de l'étudiant en droit et sciences politiques que Paul Biya a été. » Oui. Manaouda Malachi, le niveau d'Atalakou ici est fort. Hein? Ben, c'est un fait. Je ne sais pas si... dire que... les jeunes d'aujourd'hui diraient ça c'est la Talakou Pro Max. Non, le problème n'est pas là. Vous savez, chacun est dans son rôle. Hein. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez même un livre, ce livre, quelqu'un dirait que ce livre il est jaune, l'autre dira qu'il est rouge. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Mais les faits sont têtus. Si je dis aujourd'hui que vous avez un costume noir, est-ce que je vous fais la Talakou? Non. Si je vous dis que votre costume il me plaît, il est beau, est-ce que c'est la Talakou? Je dis simplement ce qui est. Et là, ce que j'ai relaté, c'est ce qui est. Ce n'est pas quelque chose que je construis ou alors que j'habille. Je n'ai jamais habillé quelque chose. Oui. Et ceux qui me savent, ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, savent quel est mon degré je ne veux pas parler d'indépendance, mais d'objectivité et de sincérité lorsque je suis en rapport, que ce soit avec mes chefs, que ce soit avec mes collaborateurs ou avec mes amis. L'homme est-il lucide devant Dieu, par exemple? Parce que Dieu nous fascine tous. Bon. Est-ce que sommes-nous lucides? Pas Dieu. Non, je ne le dis pas qu'il est Dieu. Et je veux des noms maintenant, ce n'est pas demain. Je veux des noms maintenant. Qui a fait et qui n'a pas signalé? C'est une énième vidéo et une humiliation de trop pour les professionnels de la santé, selon le président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est qui? Monsieur le chef, donnez-moi qui a fait et qui n'a pas signalé. Devenu viral sur les réseaux sociaux, la capsule qui suscite l'île du président du Conseil de l'Ordre met en scène le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, réprimandant les responsables d'une formation sanitaire au cours d'une descente inopinée. Si l'ordre reconnaît le droit aux autorités sanitaires d'effectuer toutes sortes de contrôles et d'évaluations administratives dans les hôpitaux, il déplore cependant la théâtralisation de ces visites inopinées, notamment par la présence des caméras de télévision et des téléphones pour des enregistrements qui sont par la suite postés sur des plateformes numériques. Toute chose qui, de l'avis du docteur Rodolphe Onkoa, altère significativement la sacralité des enceintes hospitalières, fragilise la confiance des populations envers les soignants et les hôpitaux et renvoie une image négative de la profession aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le président du Conseil de l'Ordre souhaite que la gestion des éventuels cas de défaillance professionnelle des agents de la santé obéisse aux procédures établies au sein du ministère de la Santé et des autres professionnels et dans le strict respect de la dignité des personnels soignants, peut-on lire dans le communiqué rendu public à cet effet. Je n'ai pas mangé le riz d'Orca, se dédouane Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. 4 ans après le scandale qui a éclaté, au plus fort de la crise du Covid-19, le ministre de la Santé publique dit sa part de vérité. Je ne comprends pas qu'on m'accuse d'avoir mangé le riz d'Orca, mais que les gouverneurs qui ont reçu ce riz ne réagissent pas. Mais où se trouve donc le riz d'Orca? Du moins, quelle direction a pris les 4000 sacs de riz mis à disposition par cette structure pour soulager les ménages durant cette crise sanitaire? Alors, le riz d'Orca est très simple. C'est que lorsque j'apprends qu'on veut nous offrir 4000 sacs de riz, je l'apprends de la bouche du ministre du Commerce. Alors, la recommandation que j'ai faite, et dire à monsieur le ministre, bon, on va remettre le sac, mais permettez que le camion aille décharger dans un magasin et qu'on mette 2 cadenas, parce que je le dis, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer. Mettez 2 cadenas et à 2 personnes différentes pour que l'un ne vienne pas prendre ce restant de ce. Conformément aux instructions du chef du gouvernement, les ministres de l'administration territoriale, des affaires sociales,
de la promotion de la femme et de la famille ainsi que de la santé publique étaient présents à la séance de répartition des sacs de riz. Et les 4 ministres sont arrivés à mon bureau dans l'après-midi. On a signé la répartition de tout le riz. Non pas un seul sac, c'est-à-dire que ça devait entre les 10 gouverneurs des régions. Le ministre de la Santé publique affirme avoir obtenu les bordereaux de réception, signature des gouverneurs à l'appui. Que craignait-il réellement? Chaque bordereau a été déchargé par les gouverneurs avec leur signature et les bordereaux me sont... L'on se souvient que le Premier ministre Joseph John Ngouté avait demandé qu'une enquête soit ouverte afin d'établir la vérité. Le peuple camerounais aujourd'hui a perdu tout espoir de retrouver la trace de ces 4000 sacs de riz. Vous voyez donc que ce sont des gens qui sont animés par un esprit satanique, un esprit maléfique. Parce que on parle de santé, la santé des Camerounais, la santé des gens qui sont comme nous. Vous pouvez même décider de ne pas aller, je ne sais pas dans quelle grande boutique, mais chercher quand même des choses qui vont fonctionner. Mais vous faites des efforts d'aller récupérer des choses à démolir. Ça veut dire la poubelle pour aller stationner. Et ce qui est encore plus intéressant dans l'affaire, c'est que c'est le même ministère qui est abondamment cité dans l'affaire du Covid-Gate, qui est au cœur de cette autre affaire. Covid-Gate, on a vu des entreprises qui se sont vues octroyer les marchés de la gestion du coronavirus alors qu'elles ne totalisaient même pas 2 mois d'âge. Ça veut dire qu'ils ont bricolé, ils ont créé rapidement des entreprises prêtes non pour venir prendre l'argent du coronavirus. Vous avez vu le scandale de Orca. D'abord, on a volé le riz Orca. Ce grand donateur, on ne sait pas sur quelle base il avait offert assez de riz, comme ça. Mais le riz là a été volé. Et volé par des gens qui n'ont pas aussi un problème de riz comme nous. Et en plus, le site Orca en question, rien que la location a été au-dessus du prix qu'on pouvait construire un site pareil pour le compte de l'État. On a réquisitionné les stades, on a placé des choses, ces stades-là, ces sites qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont reçu aucun malade. Ça veut dire que ce sont des techniciens de la frappe, des gens qui ont sophistiqué le vol. Ils savent comment est-ce qu'on vole. Et comme je le disais la dernière fois, ils ont atteint un niveau où ils ne sont plus complexés. Ils sont dans le biacarbon, dans la zone bon. Nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Ils le font exprès. Et je vous disais la fois passée que les histoires de bandits en col blanc là, en col noir, col rouge, c'est pour atténuer en fait l'effet du vol, l'effet du banditisme. Ce sont des bandits à l'état pur. Ça veut dire que vous posez votre téléphone à côté d'eux, ils chipent ce téléphone, ils le volent. Alors, la responsabilité de tout ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, le responsable, c'est celui qui tient lieu de président de la République, qui fait office de président de la République aujourd'hui, le président Paul Biya. Si le président Paul Biya avait enlevé Manaouda au moment où on dénonçait l'affaire Covid, je suis convaincu que on ne serait pas là en train d'épiloguer sur un autre scandale. Je ne dis pas qu'il est un voleur, mais je dis tout simplement qu'on aurait eu une certaine aération dans la gestion de ce ministère parce que ça fait déjà trop d'opacité, trop de scandales qui impliquent la responsabilité, qui intègrent la responsabilité de ce ministère. S'il avait fait le remaniement, on ne serait pas probablement, certainement, dans ce type de situation. Mais ça interroge beaucoup plus au niveau de l'image du Cameroun. Auprès de tous les bailleurs de fonds, nous sommes présentés comme des mauvais élèves. Nous sommes présentés comme des bandits. Nous sommes présentés comme des voleurs. Mais à la fin, les gens sont toujours là. Ils militent, ils font des appels à candidature. Ils disent que Biya doit encore rester là pendant 50 ans, pendant 100 ans,
avec toute cette gestion chaotique. Et moi, je me dis, Monsieur Duval, il faut que les Camerounais essayent de réfléchir sur l'itinéraire que prend généralement cet argent. Parce que les gens ne peuvent pas voler autant de milliards sans qu'on ait la moindre trace. Vous vous souvenez de la mission de Collins. C'est lui-là qui avait pris les sous pour aller chercher l'argent. Et finalement, on a perdu l'argent dans cette opération. Il est rentré, il nous a dit qu'il n'a vu aucune trace. On a dit, vous avez volé, venez remettre l'argent et puis on vous met dehors. Personne ne veut remettre les sous. On fouille les sous, on ne voit pas. Où est-ce que les gars stockent les sous? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de cet argent? Au moins, s'ils créaient des entreprises, on pouvait dire que d'une manière ou d'une autre, on bénéficie de l'argent volé. Ou alors, on voit la rentabilité de l'argent volé. C'est à ce moment qu'intervient la question du grand soir, la question de la prébia. Les gars ont décidé, depuis 2011, de se faire des stocks d'argent pour préparer la prébia. Soit pour fuir, préparer l'exil, soit pour préparer le coup d'État au cas où ils sentent qu'ils veulent perdre le pouvoir, soit tout simplement monnayer les équipes qui arriveront au pouvoir. C'est en fait pas l'objectif, c'est en fait la destination finale de tous ces vols en masse. Et moi je crois que 2025 arrive, on peut être animé par un certain pessimisme, mais toujours est-il que c'est un moment assez important pour le peuple camerounais. Un moment assez important. Il va falloir que d'une manière ou d'une autre, même s'il s'accroche au pouvoir, que le peuple démontre que nous ne sommes pas dans une situation d'abandon total de notre souveraineté à des gens indélicats. Il faut que le peuple camerounais réagisse. Je dis même s'ils s'accrochent au pouvoir, parce qu'ils ont des moyens. Je l'avais dit une fois. Une chose est de battre Biya à une élection, une autre est de l'enlever. Même s'ils s'accrochent au pouvoir, il faut que ces gens sentent le peuple camerounais dans leurs os en 2025. Edmond Kamgia, sur cette question, quelle est votre lecture? On a évoqué donc ces manquements, en tout cas le rapport du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida a donc rendu ce rapport indiquant par exemple qu'il y a une absence de preuves des dépenses qui ont été effectuées par le ministère de la Santé et qui sont liées par exemple aux engagements de cofinancement énoncés dans la lettre d'engagement. Il parle également d'une gestion approximative des stocks de médicaments avec comme conséquence bien évidemment cette tension importante et des ruptures de stocks de médicaments vitaux dus au versement parfois tardif. N'est-ce pas, des financements nationaux. Le Fonds mondial constate également qu'il n'y a pas un outil permettant de faire donc un suivi en temps réel de la chaîne d'approvisionnement et des stocks. C'est-à-dire que quand les médicaments sont dans des formations sanitaires, personne ne sait exactement quel stock y est disponible pour pouvoir, par exemple, réaffecter ces stocks-là qui sont proches de la date de péremption vers des centres où on en a besoin. Donc il y a un certain nombre de manquements comme ça là, qui traduisent quand même une sorte de difficulté managériale au niveau du ministère de la Santé publique. Je préfère parler du ministère de la Santé publique et non du ministre de la Santé publique comme l'a évoqué Aristide Mono. Pourtant, on connaît dans ce ministère des cadres suffisamment bien formés et assez aguerris, capables, n'est-ce pas, de pouvoir éviter ce genre de situation à ce ministère. Où se trouve effectivement le problème de votre point de vue? D'abord, je partage toutes les critiques qui ont été formulées tout à l'heure par les autres copanélistes en ce qui concerne les manquements dans la gestion de ce fonds-là, de ce fonds, de cet argent, de ce financement du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et le paludisme, oui. Parce que c'est des manquements graves qui justifient, on le voit, la réduction de ce fonds pour l'avenir. Le Cameroun perd 31 milliards de francs CFA. Et j'ai fait quelques calculs, 31 milliards de francs CFA, Edmond Kamgia, ça correspond à 20 millions
de soluté de perfusion. Ces perfusions qu'on place à des malades qui arrivent en situation d'urgence, ça correspond à 17 000 tables chirurgicales. Vous imaginez, on a regardé des reportages sur Equilox Télévision où on a vu ce qui était considéré comme des centres de santé où il n'y avait même pas de lit d'hôpitaux, pas de table chirurgicale, où les femmes, on a fait accoucher des femmes à même le sol. 17 000 tables chirurgicales, 20 millions de solutés de perfusion. Voilà les conséquences de la malgouvernance que nous décrions régulièrement sur les plateaux de débat ici à Equinox Télévision. D'aucuns vont dire que nous faisons toujours des critiques acerbes contre le gouvernement, mais c'est des critiques fondées. Voilà les preuves. Les institutions internationales nous donnent des financements, c'est-à-dire nous aident dans ce que nous devrions faire en priorité et en exclusivité. Ils nous accompagnent. Mais même ce qu'ils nous ont donné, on les distrait. Notre quota, on ne le donne pas. Même quand on commence à donner, c'est insuffisant, largement insuffisant. Mais voyez-vous, comment voulez-vous que les pays amis, les bailleurs de fonds, toutes ces structures internationales qui nous accompagnent dans des domaines aussi prioritaires que la santé, voient comment nous gérons mal cet argent et vous pensez qu'ils vont continuer à nous soutenir? Non, ce n'est pas possible. Ils iront ailleurs. Ils soutiendront d'autres pays qui gèrent bien les fonds qu'ils leur octroient. Et ce qui nous inquiète davantage, et cela a été dit tout à l'heure sur ce plateau, c'est le rappel sur le Covid-Gate. Ce que nous avons appelé Covid-Gate. Nous attendons toujours l'aboutissement de cette affaire, de ce scandale. Parce que celui-ci, c'est un scandale de trop après le Covid-Gate. On se serait attendu depuis que le Covid-Gate connaisse un aboutissement. Parce que le rapport de la Chambre des comptes, il y a eu plusieurs rapports. Le rapport d'étape, il y a eu le rapport final à la fin. Jusqu'aujourd'hui, le rapport avait suffisamment indiqué des cas, cité même des ministères où la gestion méritait ce qu'ils ont appelé la possibilité de malversation financière et des suites, des conséquences pénales. Jusqu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il n'y a pas de suite. Depuis, on attendait que le tribunal criminel spécial fasse son travail. Mais d'où vient le blocage? Le blocage vient-il de la présidence de la République qui a lui-même pourtant décidé d'ordonner à la Chambre de comptes de faire ce travail? Point d'interrogation. Parce que je suis très inquiet, comme certains copanélistes sur ce plateau, que cette affaire ne connaisse pas un aboutissement heureux. Quand j'appelle aboutissement heureux, la vérité des faits. Parce que d'une certaine manière, cette affaire ressemble étrangement au Covid-Gate, où la Chambre de comptes a fait son travail, mais on a le sentiment que ça n'a abouti à rien du tout. Et on a l'un des acteurs du Covid-Gate qui est normalement cité dans l'affaire parce que ça concerne son ministère. Moi, je pense que dans cette affaire, si le gouvernement, et plus précisément la présidence de la République, ne réagissent pas, il faut penser que définitivement, il ne faut plus croire au Cameroun en la notion de bonne gouvernance. Nous avons acté, le gouvernement camerounais aura acté auprès de la communauté, des partenaires, c'est-à-dire les États, dans leurs relations bilatérales, auprès des institutions internationales, dans les relations multilatérales, que nous sommes dans l'incapacité de gouverner la République. Nous sommes dans l'incapacité de gouverner les fonds qu'on nous octroie. Cela signifie que nous nous approchons lentement mais sûrement vers un État en faillite.